Madame, monsieur, bonjour. Troisième livraison de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision et nulle part ailleurs. Bienvenue au cœur de l'émission qui fait pour vous le décryptage, la lecture transversale de justement les unes parues dans les kiosques ce matin. Je vous propose de vous installer confortablement et de prendre ensemble la température des kiosques et ouvrons le bal avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui titre en sa une sur l'obligation à la vaccination. Après les avocats, ce sont les enseignants qui saisissent BIA, c'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression en sa une. Justement, c'est un collectif qui a réuni une dizaine de syndicats des enseignants qui rappellent au président de la République que le vaccin n'est pas une priorité, non seulement au moment où de nombreuses solutions curatives contre la COVID-19 sont issues à la fois de la pharmacopée africaine et de la médecine moderne, mais également aussi le fait que le système éducatif traverse de nombreuses tribulations et le vaccin ne saurait être une priorité pour le gouvernement. Ces derniers brandissent la menace d'une grève généralisée si on les obligeait à se faire vacciner avant de pouvoir vaquer à leur profession. C'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Nous parlerons des assises fraternelles dans le sud du Cameroun et mutation qui titre La Voix du Sud. La Voix du Sud alors que des assises réunissant les élites et les ressortissants du Sud Cameroun ont été organisées. Objectif, pallier aux nombreux problèmes que rencontrent les ressortissants de cette partie du Cameroun dont est issu le président de la République. Le messager qui renchérit sur cette thématique, sur ces assises fraternelles du Sud Cameroun, en mentionnant que Fam Dongo a été vomi. Fam Dongo, lui qui est ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, et par ailleurs grand instigateur de ces assises du Sud Cameroun, est tancé aujourd'hui sous le feu des projecteurs, est tancé par de nombreux observateurs comme étant l'instigateur d'une assise qu'il juge à caractère tribal et à caractère de division ethnique. Alors, comment ces observateurs perçoivent-ils aujourd'hui l'initiative du ministre des Enseignements supérieurs? C'est ce dont nous allons parler ce matin. Forum Libre renchérit sur cette thématique de la grogne sociale et de la grogne ethnique avec la jeunesse du Logon-Echari qui crie à la marginalisation. Il s'agit ici de l'honorable Yaya Ramat qui vient de saisir le chef de l'État en mentionnant le fait que cela fait plus d'une décennie qu'aucun préfet issu du Logon-Echari n'a été porté aux affaires depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, c'est le cas de d'autres localités du côté du Septentrion. Alors, cette grogne renferme-t-elle réellement les cris de détresse de ces populations du Logon-Echari qui crient à la marginalisation? Nous essaierons d'en savoir plus. Le jour qui nous emmène dans les méandres d'une affaire qui fait aussi couler de l'encre et de la salive. Que se passe-t-il du côté de la Croix-Rouge camerounaise? La Croix-Rouge camerounaise, ça chauffe de ce côté-là. C'est ce que nous dit le quotidien Le Jour, à l'heure où le premier vice-président a posé sa démission et où la présidente est sous le feu des projecteurs et est tentée de vouloir faire main basse sur cette institution. La direction de la communication sort de sa réserve et le journal Le Jour qui vous propose un dossier complet sur cette actualité. Voilà en somme, les unes sélectionnées par nos soins pour composer l'ossature de cette troisième livraison de la revue des grandes unes et pour comprendre les enjeux, les contours de ces unes parvenues au sein de notre rédaction centrale. Je reçois sur ce plateau deux journalistes, deux analystes qui vont décortiquer pour vous ces unes et vous permettre d'en comprendre justement les enjeux. Je commencerai par présenter l'homme à ma droite. Lui, c'est Idriss Lissom, journaliste, qui va décortiquer pour vous l'actualité parue au sein des unes. Bonjour Idriss. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs. Cédric, un bonjour particulier ce matin au maire de la ville de Douala, Roger Bassandine. J'espère tout simplement que le maire de la ville va quitter de sa peau de fonctionnaire, de bureaucrate pour devenir un vrai homme politique, c'est-à-dire qui descend dans la rue, parce qu'il faut que le maire fasse un tour au marché Mbopi, du marché Mbopi jusqu'au carrefour Agib dans la nuit, pour constater qu'il n'y a aucun lampadaire qui est fonctionnaire de ce côté-là, et ce n'est pas en une nuit, ça fait déjà un certain bout de temps. On se demande à quoi servent les services qui s'occupent de l'électrification de nos rues, parce que, imaginez-vous Mbopi,
malgré la présence de la gendarmerie mobile à côté, ça n'exclut pas que lorsqu'il est, comme aujourd'hui, nous sommes en période où la nuit tombe à 18h30, il fait déjà presque noir, on peut être agressé à tout moment. Donc, monsieur le maire, faites un tour dans les rues de Douala, vous verrez qu'il y en a beaucoup de lampadaires qui ont disparu et qui font que la ville est triste. Elle ressemble plutôt à, je ne sais pas, un village de 1970. Justement, c'est cette petite adresse. Mbopi, le carrefour Mbopi, qui n'est pas le seul dans cette situation-là. Beaucoup d'axes routiers de la ville de Douala connaissent ce problème, notamment l'axe qui rallie Ndokoti et les quartiers allant jusqu'à PK18. À ma gauche, un autre invité de cette édition de la revue des Grandes Unes, lui journaliste, analyste, directeur de publication de Forum Libre. Bonjour, Prince Aristide Gekam. Bonjour Cédric Ding, bonjour à Idriss Lissom, que je retrouve avec beaucoup de satisfaction. Ils ont parlé de l'obscurité. Vous savez qu'il y a pratiquement 3 points fondamentaux qui sont utiles à l'homme. Il y a l'électricité, dont la lumière. Oui. Il y a l'eau qui est vitale. Et vous avez les routes. Et de l'autre côté du département du Onkam, où je suis l'un des fils, ces 3 choses manquent aussi. Donc, malgré la mobilisation d'un certain nombre de personnes, les choses tardent à venir. Mais heureusement, Idriss parlait de la lumière. Il y a un jeune homme, je ne dirais pas un jeune homme, un prince du village babonais qui s'appelle Tsula Motoroger, qui a pensé à l'eau aux femmes du marché de Bafang. Vous voyez, les femmes vendent en plein marché, mais elles n'ont pas d'eau pour se laver les mains, soit alors lorsqu'elles vont au besoin, elles n'ont pratiquement d'eau. Donc le prince Roger Tsula Moto a pensé à ces femmes en installant les points d'eau potable dans tous les secteurs du marché central de Bafang. Et c'est une action, ce n'est pas un maire, c'est un citoyen qui utilise ses fonds propres pour accompagner les populations. Justement, des actions comme ça, on aimerait en voir se multiplier à l'échelle nationale. Les autorités qui devraient prendre le problème à bras le corps. Nous allons prendre nos unes à bras le corps et ouvrir le bal avec le journal La Nouvelle Expression qui parle de l'obligation de vaccination après les avocats, après la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun. C'est aujourd'hui les enseignants qui montent au créneau et saisissent le président de la République en mentionnant le fait qu'il y a d'autres problèmes prioritaires que rencontre le Cameroun, notamment le secteur éducatif, et que nécessairement le vaccin, l'obligation de vaccination ne devrait pas être à l'ordre du jour. Idriss Lissom, est-ce que vous partagez cette sortie d'une dizaine de syndicats d'enseignants aujourd'hui qui montent au créneau? Non, je n'ai pas besoin de partager. Il faut dire tout simplement que la nouvelle expression présente là un fait. Et ils sont une dizaine de syndicats qui ont décidé d'attirer l'attention du chef de l'État et qui menacent. C'est-à-dire que leur courrier est une menace, c'est un ultimatum. Leur courrier dit tout simplement que si l'obligation de se vacciner pour tous les enseignants est établie, ils vont passer à la vitesse supérieure, ils vont organiser une grève généralisée. Et dans leur lettre, ils évoquent le fait qu'il y a d'autres priorités. Mais je rappelle tout simplement à nos chers amis enseignants que s'ils avaient écrit cette même lettre pour les priorités dont ils parlent et menacé à ce moment-là de faire grève, je suis sûr que ces priorités-là auraient sûrement eu gain de cause. Donc vraiment, ils ne vont pas dire tout simplement parce qu'ils refusent le vaccin, de se vacciner aujourd'hui, qu'il y a d'autres choses, prendre cela comme prétexte. Non. Mes chers enseignants, s'il y a des problèmes dans l'éducation, dénoncer ces problèmes-là, utiliser les mêmes méthodes en tant que syndicaliste. N'attendez pas le vaccin pour pouvoir prendre ces autres problèmes comme un véritable bouclier, ou bien pour justifier une sorte de prétexte pour justifier votre non-choix de la vaccination. Mais la vérité est qu'il faut se vacciner contre le Covid-19 parce qu'il y en a plusieurs de ces enseignants qui en souffrent et qui sont même les propagateurs qui, s'ils ne respectent pas les mesures barrières allant donner cours dans une salle de classe, vont propager ce Covid auprès de ces élèves. C'est ça qui est la réalité. C'est-à-dire, je suis d'accord que dans le cas de la liberté, que les uns disent qu'on ne se vaccine pas, mais il ne suffit pas de le dire, il suffit
au-delà de la vaccination, nous proposer des solutions alternatives. Mais justement, les avocats ont mentionné le fait que c'est une atteinte grave aux libertés individuelles et à la vie privée que de forcer des gens à adhérer à la thèse d'un vaccin. Oui, cela montre tout simplement que le gouvernement lui-même va aussi un peu à la ramasse, va un peu dans la précipitation, Cédric. Tout simplement, le gouvernement devrait, peut-être le gouvernement camerounais qui aime bien copier, qui est le meilleur élève de la France, devrait copier ce qui s'est fait en France. Pourquoi pas introduire une loi à l'Assemblée en novembre, obligeant les uns et les autres à se vacciner pour une période, le temps, parce que le vaccin, justement, n'est pas quelque chose qui doit être obligé. Les avocats ont raison sur le plan juridique, il n'y a rien à redire là-dessus. Maintenant, il faut aussi voir l'échec de la communication pour le changement de comportement, parce que la stratégie de communication utilisée aujourd'hui face à toutes ces récriminations, face au fait que les uns et les autres sont réticents, face aux fake news qui circulent dans les réseaux sociaux, face à une forte communication qui pousse les gens à ne pas se vacciner, fait que la stratégie de communication pour le changement de comportement du ministère de la Santé et du gouvernement doit pouvoir véritablement venir répondre à cela pour que les gens aillent se vacciner en connaissance de cause et que ce ne soit plus un problème d'obligation. Justement, les avocats au barreau du Cameroun mentionnent le fait que ce soit une atteinte aux libertés individuelles. Prince Aristide Gekam, l'on sait qu'une loi existait déjà depuis datant du 13 novembre 1964 portant protection sanitaire sur l'ensemble du territoire national et que, en mentionnant, en brandissant cette loi, l'État a le pouvoir d'imposer à la population des mesures palliatives, des mesures préventives ou curatives par rapport à une maladie. Oui, bon, il faut noter que, vous savez, je vais prendre un petit exemple. Vous avez le vaccin contre la rougeole, vous avez une série de vaccins qui sont conseillés, je dis bien conseillés, pour des nouveau-nés. C'est-à-dire que lorsque la maman va à l'hôpital, elle doit être consciente de ce que son enfant a besoin de ce vaccin pour bien se porter. Et vous voyez, on ne force pas les gens à le faire. Pourquoi? Parce qu'auparavant, la communication a été bien axée. Et du coup, les gens adhèrent les parents naturellement possible. Lorsque vous êtes parent, c'est vous qui rappelez. Écoute, rappelle-moi, est-ce que le bébé a pris ses vaccins? Est-ce que montre-moi le carnet? Et ainsi de suite. Donc, et c'est ce que Idriss a semblé dit tout à l'heure. Le courroux des enseignants, c'est quoi? Je pense que les enseignants font ici une sorte je dirais pas de fuite en avant, mais vont un peu en avance. Parce qu'ils voient déjà la chose venir. Oui, c'est pas encore arrivé sur le fait que au niveau de la préfecture de KDI, malheureusement, le préfet de cette localité-là a été affecté appelé à d'autres fonctions. Vous avez le gouverneur de la région de l'Est qui a demandé que toute personne qui voudrait se rendre dans les services du gouverneur de la région de l'Est doit être vaccinée. Et il a fait toute une campagne. Je dis c'est malheureux pour tout un gouverneur, il fait toute une campagne pour montrer comment il force les gens à se vacciner. Non, on n'en a pas besoin. Les gens sont adultes. Je pense qu'il faille mieux expliquer aux gens, mieux les imprégner, et du coup, les choses vont se faire très calmement. Le hic va pas d'où? Le hic part de la polémique sur le plan mondial. Oui. Le hic ne part pas du Cameroun. La théorie du complot autour du vaccin. Oui, exactement. Ce n'est pas une affaire camerounaise. Ce n'est pas comment je vais dire ça? Le fait que les gens rechignent à se faire vacciner, ce n'est pas une affaire camerounaise, ce n'est même pas une affaire africaine. Même en France, vous avez des opinions et même des professeurs de médecine qui vous disent que le vaccin là ne garantit absolument rien. Mais vous avez une autre opinion qui dit non, même s'il ne garantit pas à 100%, mieux vaut le prendre. Oui. Nous avons des gens, des ministres et des anciens ministres qui témoignent ce que ils se sont fait vacciner, mais ils ont eu encore le Covid, ils ont fait la maladie. Donc, quand vous avez de ce type de témoignage... on spécifie bien que le vaccin protège des formes graves de la maladie. Exactement. Donc, quand vous avez ce type de témoignage, il est compréhensible que vous compreniez qu'il y a un certain nombre de personnes qui rechignent à se faire vacciner. Je pense que, et ce que les enseignants doivent pouvoir faire, Idriss a essayé de le mentionner, c'est de continuer à respecter les mesures barrières. Je pense que le gouvernement continue de sensibiliser les gens en disant respectez les mesures barrières. Si vous allez dans les établissements scolaires, il faut se rassurer de ce qu'il y a un seau, qu'il y a de l'eau, qu'il y a du savon et que tous les enfants mettent leur cache-nez, mettent leur masque. Je pense que le gouvernement a financé cette activité à des milliards de francs. En principe, je le rappelle encore,
les enfants, même si votre enfant arrive à l'école et qui n'a pas de masque, l'établissement doit pouvoir lui donner un masque. Oui, parce que tout ça a été financé par le gouvernement de la République, notamment avec les prêts accordés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Oui, justement, Idriss Issom, par rapport à ces prêts, ces coups de milliards accordés au Cameroun par la Banque mondiale, l'un des axes d'investissement de cet argent concernait la communication autour de la campagne de vaccination, de vaccination liée à la Covid-19. Mais jusqu'ici, je vais prendre une curiosité, l'axe qui quitte New Bell pour Aqua, il n'y a qu'un seul panneau d'incitation à la vaccination. Qu'est-ce qui explique qu'après des coups de milliards de subventions, un mois après des signatures de conventions avec la Banque mondiale, on en soit toujours réduit au même stade en ce qui concerne la communication autour de la vaccination? Mais tout simplement parce que ce n'était pas ça la priorité. Et moi, je vous posais la question, vous êtes à Equinox. D'où la question de la priorité des enseignants. Je vous posais la question, à Equinox, vous avez reçu combien pour la campagne? Regardez ce qui s'est passé depuis l'an dernier. Les médias se sont jetés, c'est une question de santé publique, Exactement. à communiquer autour de cette histoire de Covid-19. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un fonds de soutien aux médias? Non. Aux radios communautaires, à la presse écrite, à la télévision, avec tout ce que cela comporte. Regardez le nombre de journalistes qui se sont investis pendant que le Covid frappait, pendant qu'on était dans le confinement, qui étaient sur le terrain, malgré tout, à faire le job. Beaucoup ont attrapé le Covid, comme moi qui vous parle, là, Vincent. Dieu merci, on a pu s'en sortir. Mais il faut, qu'est-ce qu'on a reçu? Alors, pour dire tout simplement qu'en fait, on va vous dire au ministère de la Santé que non, cet argent a permis à acheter les vaccins, à mettre les dispositifs. On a donné à une dizaine de ministères pour pouvoir déployer la campagne. Donc, la vérité est que la communication est le parent pauvre de cela et on voit les faits. C'est pour cela que la manipulation de l'information est présente. Les médias semblent être essoufflés. La communication de proximité en termes de causerie éducative, de l'animation de groupe, avec tout ce que cela se fait, des pères éducateurs, la notion de père éducateur, ça n'existe même pas. N'est plus exister. Il faut remettre en fait des fonds dans la communication pour pouvoir rattraper tout cela. Et ça permettra tout au moins de faire reculer un peu les fausses informations autour de la Covid-19. Oui. Je voudrais sortir un dernier mot pour dire quoi? Pour dire que je pense que le ministère de la Santé récemment s'est réveillé, je pense que la semaine dernière, a invité à trier un certain nombre de journalistes pour une sorte de formation sur la communication, pour changer le comportement des citoyens sur la vaccination de façon générale. Pas forcément sur le Covid, mais sur la vaccination. C'est une action qu'on doit pouvoir continuer à faire. Justement, prenons la comparaison avec d'autres pays comme la France, où on constate que des dizaines de spots publicitaires incitant à la vaccination ont été produits. Pourquoi ce ne serait pas le cas ici? Malheureusement, nous ne l'avons pas eu. Idriss a dit ici que la presse est investie, parce que c'était une question de santé publique. Forum Libre, en plein Covid, a fait toutes ses unes, étaient centrées sur le Covid. Sur la Covid-19. Sur la Covid-19. Mais je peux vous rappeler que nous n'avons pas reçu un radis. Mais nous l'avons fait parce que nous étions conscients de ce qu'il fallait communiquer, qu'il fallait sensibiliser les gens et qu'il fallait attirer l'attention des Camerounais sur le danger que représente cette maladie. Oui, justement, nous allons sortir de ce sujet et entrer dans un autre qui, pour beaucoup d'observateurs, représente non pas un danger à la santé, mais un danger à l'unité, à l'intégration nationale. Il s'agit ici des assises fraternelles du Sud organisées par le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famdongo, et Mutation, qui parle de la voix du Sud, alors que déjà de nombreuses voix justement s'élèvent pour dénoncer le caractère divisionniste de cette assise organisée par le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, et le Messager qui titre que Famdongo a été vomi, avis que certains ne partagent pas, parce que de l'avis de certains observateurs, il y a des rencontres dites culturelles propres à certaines ethnies et que c'est du droit de la grande région du Sud de procéder à ces assises-là pour juguler un certain nombre de problèmes liés à la vie sociétale. Est-ce que vous partagez? Dans quel camp est-ce que vous vous situez? Ou alors il y a un juste Non, le camp du développement. Parce que j'ai suivi beaucoup de polémiques sur cette affaire, mais c'est une polémique vaine. Elle est même malheureuse. Je me suis demandé si les gens avaient compris. C'est-à-dire que même si, après avoir lu les résolutions de ces assises, si les gens avaient compris. Mais non, mieux vaut tard que jamais. Je dis bien mieux vaut tard que jamais. Dans le Sud profond, on n'a pas
cette habitude-là. C'est-à-dire que les gens se rencontraient. On a ressorti le vieux principe de l'arbre à palabres. Non, autour des comités de développement. Vous savez, dans d'autres régions du Cameroun, je vais citer ici par exemple l'ouest du Cameroun que je connais très bien, vous verrez que dans tous les villages, il y a les comités de développement. Et au cours de ces comités de développement, tous les enfants du village, à travers des réunions de famille et autres, cotisent et s'asseyent pour concevoir, c'est-à-dire que pour faire d'abord le diagnostic des projets à réaliser, mobiliser les financements et par la suite les réaliser. Et lorsque ce sont des grosses œuvres, ils saisissent notamment les institutions de la République, notamment les sectoriels. Par exemple, je prends un cas pratique. Si dans un village donné, il y a un problème d'eau potable, mais on saisit le délégué départemental qu'on finance, c'est-à-dire que c'est son travail, mais comme c'est une action un tout petit peu, entre guillemets, privée, on l'accompagne pour qu'il puisse concevoir non seulement le projet, afin de le soumettre à son ministère et faire du lobbying pour qu'il soit retenu dans le budget d'investissement public. C'est comme ça que ça se passe. Si aujourd'hui le Sud, la région du Sud, s'est relevé, je dis, pour moi, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous êtes allé dans le Sud? C'est tellement enclavé. Nos reporters, ils sont je dis bien, c'est tellement enclavé. Et les jeunes de ce côté-là ont eu toujours l'habitude de dénoncer leurs élites, que les élites ne font rien pour eux. Je pense qu'au cours de ces assises, les gens doivent pouvoir prendre la parole, diagnostiquer, c'est-à-dire que faire une sorte de diagnostic des différents projets, les soumettre à des commissions qui seront créées là-bas. Et je voudrais ici féliciter le ministre d'État, Fam Dongo, qui a invité les différents ministres des sectoriels pour qu'ils viennent expliquer. Et c'est bien aussi pour l'information. Vous savez, dans un village, vous pouvez manquer de moyens, c'est-à-dire que l'État n'a pas de moyens pour réaliser quelque chose. Et donc, les habitants de ce côté-là ne sont pas au courant. On est quand même dans la région du Sud, la région d'origine du président qui regorge de tonnes de ministres. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Je dis pour une fois, si le ministre d'État, Fam Dongo, a cru bon de les rassembler pour qu'ils pensent au développement du Sud, moi je dis, c'est un événement encouragé, loin de ceux qui pensent que ça va amener la division ou le tribalisme. Non. Dans chaque région, les gens ont l'habitude de le faire. Moi, je ne vois pas pourquoi, au niveau du Sud, quand les gens le font maintenant, ça crée un problème. Oui, Idriss Lissom, par rapport à cette thématique, on sait que ça va me revenir parce que les arguments de Prince Aristide Gekam sont les faits. Oui, ce sont des faits. C'est inhérent à d'autres localités du Cameroun. Vous avez constaté, mesdames et messieurs, une série de reportages du côté de la localité de Loum où les populations vivent le calvaire avec leurs problèmes de route. C'est ça l'épine dorsale de cette réunion, de cette assise de cette assise fraternelle. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une sorte d'assise généralisée pour le Cameroun et sortir le Cameroun des problèmes, parce que ces problèmes routiers ne sont pas seulement le propre du Sud profond. Voilà, moi je pense que Cédric et Aristide, vous avez très bien ressorti cette affaire. Je pense particulièrement ce matin à un frère, paix à son âme, il se repose en paix, Charles Ateba Yéné, qui avait parlé du paradoxe du pays organisateur. Et Charles avait à l'époque posé le problème, on se serait attendu à voir cette rencontre fraternelle lorsque Charles avait écrit ses livres célèbres, Paradoxe du pays organisateur. Pour moi, je pense que le problème n'est pas la rencontre fraternelle. Le problème n'est pas ce qui s'est passé à Égolova, parce que tel que le président a dit, ça s'est fait partout. Mais le problème est la politisation. Parce qu'il faut bien voir la nuance. Le problème est dans la politisation du chemin. On avait plusieurs ministres représentés là-bas. Oui, c'est même normal. C'est normal. À l'ère du développement participatif, c'est Drixing. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que les gens dans une famille s'asseyent ensemble pour voir quels sont les problèmes. Exactement. Que les gens dans un village s'asseyent ensemble pour voir quel est leur problème. Que les gens dans un arrondissement s'asseyent ensemble pour voir, identifier leurs problèmes et proposer des pistes de solutions. Que les gens dans un département s'asseyent ensemble, identifient leurs problèmes et proposent des pistes de solutions. Que les gens dans une région le fassent. Que les gens au Cameroun le fassent. C'est le basique. Mais je dis bien, pourquoi la polémique? C'est la
politisation. Et c'est le fait que cette rencontre fraternelle vient après des populations qui ont montré leur désarroi. Et l'opinion publique se dit, mais attention, est-ce que c'est encore une fois une opération cosmétique du président régional qui couvrait les renouvellements pour que, comme c'est une question d'image, une question de réputation, on retienne que quand il a été président régional, il y a eu ceci, il n'a pas pu manager. Est-ce que, pour une fois, c'est pour cela qu'il y a cette polémique autour. La polémique veut tout simplement mettre la pression sur le ministre d'État, Famé Ndongo, et tous les autres élites. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait cette rencontre fraternelle à Ebolova que les problèmes sont résolus. Il faut que ceux qui étaient là descendent maintenant chacun dans son département et que ces rencontres fraternelles continuent par département et que du département, les rencontres fraternelles se fassent par arrondissement pour que finalement les problèmes posés commencent à être résolus. Parce que, cher Cédric Zing, sur 10 problèmes que nous avons, que ce soit au sud, au nord, au centre, je ne sais d'où, à l'extrême nord, nord-ouest, sud-ouest, les premières solutions viennent de nous-mêmes. Exactement. Ben vraiment, parce que les gens pensent que quand on aura 10 ministres, quand on aura 10 préfets, quand on aura 10 DG, c'est ça qui va résoudre. Est-ce que ça signifie que les populations de la région de l'Est, par exemple, l'une des régions les plus enclavées du Cameroun, devraient aussi barricader les routes pour obtenir une assise? Pas barricader. Je pense qu'il doit pouvoir faire le lobbying. Je dis dans tous les départements, dans tous les arrondissements, les gens le font. C'est-à-dire que les gens se regroupent dans des villages, je dis bien, font le diagnostic de leurs problèmes et sollicitent l'élite. Et les gens sur qui vous devez tirer, qu'on devrait en principe tirer, c'est l'élite qui n'a rien fait pour porter les désidératas et les doléances des populations. Oui. Mais je dis bien, si aujourd'hui, pour sortir définitivement de ce débat, si aujourd'hui le ministre d'État, Jacques Famé Ndongo, a cru bon d'inviter ses frères de toute la région, quand je dis frères, vous avez des entre guillemets, quand je dis étrangers, entre guillemets, qui ne sont pas du Sud, mais qui vivent là-bas, mais qui ont participé à cette rencontre. Parce qu'ils ont des intérêts de ce côté-là. Donc, oui, si des gens ont cru bon de s'asseoir aujourd'hui, de penser au projet, de penser au développement du Sud, moi je dis c'est le Cameroun, c'est très bien. Mais, je pense que les prochaines rencontres doivent être plus élargies aux populations pour qu'ils puissent comprendre. Parce que ce sont eux qui n'ont pas souvent la grande information. Donc, il faut aller donner l'information aux populations, aux papas qui ont bloqué le ministre d'État lorsqu'il passait, parce qu'il n'avait pas de route. Donc, je pense que... Vous partagez cet avis également, Idriss? Mais bien, je dis bien que ce n'est que, au-delà de la communication, ce n'est qu'un début de solution. Exactement. Et nous attendons que lorsqu'il y aura la rencontre fraternelle de l'extrême nord, lorsqu'il y aura la rencontre fraternelle du nord, lorsqu'il y aura la rencontre fraternelle du centre, de la Damawa, qu'un préfet ou un gouverneur ne viendra pas dire qu'il arrête, ou bien lorsqu'il y aura la rencontre fraternelle du nord-ouest ou du sud-ouest, va venir interdire pour dire que, non, donc pour dire que c'est qu'a fait jurisprudence et que pour une fois, lorsque les gens se retrouveront pour parler développement de leur localité, des problèmes, on ne viendra pas l'épouvantail de l'insurrection. Vraiment, c'est tout simplement cela, et que cela soit su et que cela soit retenu, et que ceux qui pensent qu'ils peuvent organiser des rencontres fraternelles pour contribuer au développement de leur localité. Allez, on a ouvert le bal, allez-y. Allez-y. En attendant que cela soit fait et que les désirata des populations soient portés par leurs élites, l'un, nous dit Forum Libre, accuse le gouvernement, notamment dans le Logon Echari, de ne pas avoir mis à disposition de la population un préfet, une élite qui porterait les désirata de cette population depuis une dizaine d'années. C'est ce que nous dit Forum Libre de ce matin. Une autre torche, peut-être notre torchon qui pourrait peut-être brûler. Et Prince Aristide Dikam, le prince, directeur publication de Forum Libre, va nous en dire plus sur cette une. Quelle transition, c'est Didier? Je pense que c'est... vous savez que les mouvements dans la préfecture ont été faits, je pense que c'était vendredi dernier. Et du coup, il y a un certain nombre de jeunes dans le Grand Nord qui ont rapidement fait la veille et qui ont estimé que le président Bialès avait marginalisé. Et notamment le député à qui nous avons accordé cet entretien, le député Yaya Ramat, c'est un député jeune. C'est-à-dire que c'est pas les grands. C'est pas encore les députés jeunes. Top des députés. Qui déjà, Yaya Ramat, qui est originaire du département de Logon Echari, a pris celui de faire l'autopsie
de ces nominations-là en rappelant tout simplement que depuis pratiquement 10 ans, depuis plus de 10 ans, que le gouverneur Abakar Ahmad, qui est originaire de Lorraine-Chari, est allé en retraite, ils n'ont plus jamais eu de préfet. Pourtant, ils ont des administrateurs civils compétents, notamment. Ils les citent d'ailleurs, l'ancien sous-préfet de Douala 2e, qui par la suite a été muté en Consamba 2e, aujourd'hui qui est inspecteur régional au centre, qui est un administrateur civil principal. Ils citent aussi le sous-préfet, l'ancien sous-préfet de Yaoundé 2, et qui a été muté à la sous-préfecture de Yaoundé 1, qui est un sous-préfet compétent, qui est le doyen des sous-préfets de l'arrondissement le doyen des sous-préfets du département de Foundi. Mais qui, curieusement, n'a pas été nommé préfet, alors qu'il y a des promotionnaires en bas, je vais dire, en bas, qui sont nommés à des postes. Vous avez le département du Mbéré, qui, depuis des décennies, n'a pas de sous-préfet. Vous avez toute une région du Nord, la région, autant pour moi, de la Damawa. Qui n'a que, toute la région de Damawa n'a qu'un préfet et un gouverneur. Pendant ce temps, c'est là où le bas blesse. Pendant ce temps, il y a d'autres départements d'origine qui ont 2 préfets et un gouverneur, comme le département de la Haut-Sanaga, qui a 2 préfets à lui seul et un gouverneur. Est-ce que vous savez que la région du littoral, c'est-à-dire que la région du littoral n'a pas de gouverneur. Pendant ce temps, la région du Sud a 2 gouverneurs. Donc, c'est des revendications et Forum Libre a tout fait de publier un tableau avec l'origine. Une sorte de tableau comparatif. De tableau avec l'origine de tous les préfets du Cameroun pour que tout le monde voit la discrimination. Et du coup, le député Jeune Ramat a saisi le président de la République par écrit pour plaider afin que cette injustice soit réparée. Un avis sur cette oui, tout simplement dire aux députés jeunes et au prince Arsène Gekam que il y a beaucoup de préfets actuellement à qui le chef d'État a donné 2 ans pour prolonger, qui doivent aller en retraite. Exactement. Sûrement, lorsqu'ils vont être ils vont aller se reposer après d'avoir longuement travaillé, il y aura ces préfets, ces jeunes, la prolongation d'activité en décembre. Donc, que les uns et les autres attendent leur tour. Ils savent bien qu'il y a une vingtaine de préfets sur les 58. Pourquoi les maintenir quand ils sont là, je ne suis pas le chef de l'État. Je dis simplement qu'ils attendent. Surtout qu'un préfet n'a jamais développé un village, non, il s'agit pas de ça. Une région. Mais ça peut quand même poser les désirata des populations. Qu'ils attendent leur tour simplement, messieurs, qu'ils contribuent qu'on veut que les élites, qu'ils soient préfets ou X ou Y, contribuent à développer nos régions, nos départements, nos enseignements et qu'on n'ait plus de rencontres fraternelles pour faire la politique. Je voudrais simplement dire en sortant que nous avons combien de départements en passant 58 départements. Il est inconcevable pour une justice sociale que les autres aient deux préfets et que les autres n'en aient pas. C'est une injustice sociale qu'il faut pouvoir réparer. Nous sortirons donc de ces débats. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Je remercie Idriss Lissam. Merci.